Bien, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Bien, nous allons intervenir avec Nicolas sur l'actualité réglementaire organique et bio. Nous allons commencer par l'intervention de Nicolas avec une présentation notamment de la synthèse des textes en cours. C'est parti, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, une présentation des principaux textes autour de l'organique qui sont en cours de discussion, d'échange entre les syndicats professionnels et différents ministères. Donc le premier, le principal qui nous occupe aujourd'hui en grande partie, c'est ce projet de décret sur le socle commun. Donc on va y revenir dans la seconde partie de la présentation, avec donc une publication fin 2020, un retour de l'OMSS en mars. Et donc, à l'origine, une publication qui était prévue au printemps 2021 pour une mise en œuvre assez rapide. Bon, là, on voit que ça se décale et on est un peu dans l'expectative. Une publication fin 2021 à suivre. Autre texte important, c'est un projet aussi de décret sur le compostage des boues ou de digestat de boue avec les structurants, important parce qu'il encadre le taux, en particulier le taux de structurants admissibles pour traiter des boues ou des digestats de boue. Donc, il y en a eu deux, on est à la deuxième version, et donc la troisième version est attendue en 21. On n'a pas de date précise. On espère que le mouvement annoncé avec la version 2, qui tendait un peu à assouplir un peu les contraintes, va se concrétiser. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Autre texte aussi qui est toujours en discussion, c'est les projets de décret et d'arrêté du tri généralisé à la source et des TMB, qui a fait couler beaucoup d'encre par rapport à son interprétation. Et ce tri généralisé à la source spécifique aux seules collectivités ayant un TMB. Donc là, on est à la version 2 qui est parue, qui s'est un peu aussi allégée en termes de contraintes dans cette version 2, et donc on est dans l'expectative de la suite. Autre texte aussi en plein d'actualité, ce sont les projets d'arrêté de refonte pour la 2780, donc compostage, et 2781 méthanisation. Où là, il y a une première version qui est parue en mars. Il y a eu des retours de la part de la profession. Là aussi, un texte qui suscite beaucoup de réponses et de réactions assez vives d'ailleurs. Là, c'est vrai que dans une période, depuis 3-4 mois, on est habitué à beaucoup de textes qui sortent, et avec des réactions assez vives qui montrent que certains textes peut-être auraient nécessité sans doute d'être travaillés un peu plus en accord avec la profession. Bref. Autre texte qui sera abordé en particulier par Monsieur Jabouille, c'est l'arrêté épandage et stockage des matières issues des CIPE. Donc ça, je passe rapidement. Là, on a parlé de V0 parce que c'est pas une version officielle, c'est une version qu'on a pu, qui a été communiquée, mais pas de manière officielle. Mais je laisse ce thème être abordé ultérieurement. Autre texte aussi, on arrive à la fin, vous voyez, comme je disais, beaucoup de textes. Mais bon, voilà, donc là, c'est un projet de décret et aussi d'arrêté sur le contrôle des matières en entrée de centres de stockage et d'incinération sans valorisation énergétique. C'est vrai qu'il y avait le pendant qu'on a vu précédemment, le tri généralisé à la source, TMB. Là, sur les installations de stockage et de valorisation énergétique, d'incinération sans valorisation énergétique, il y avait un gros vide. Ce texte apporte quelques éléments, mais on voit qu'il y a quand même deux poids, deux mesures en fonction du type de traitement qu'on met en place sur son territoire. L'arrêté modificatif relatif à l'épandage des boues en période Covid, ça, Jean-Pierre va l'aborder, ça fait partie de l'un des deux focus qu'on a retenu pour ce webinaire, donc je le mets de côté. À noter la création d'une nouvelle rubrique pour le déconditionnement,
qui est en cours de discussion, donc qui pourrait avoir un impact assez conséquent en fonction des seuils déclenchant l'autorisation ou la déclaration. Donc ça, c'est à suivre. Et on a mis en dernier point, donc en accord avec les membres du RISPO, c'est pas un texte réglementaire, c'est plus une note d'explication qui a été diffusée et qui commence à être utilisée par certaines réals pour interpréter les seuils de traitement et de faire éventuellement basculer certaines installations qui étaient en, vers au-delà, qui déclencherait finalement une directive IED, du fait que l'appréciation des tonnages ne serait pas lissée sur l'année, mais serait analysée jour par jour. Et c'est vrai que quand on composte ou quand on méthanise, c'est souvent des déchets qui sont fluctuants. Et cette interprétation de Saint-Andréal à travers cette note qui avait été diffusée pour toute autre chose fait très peur et commence à faire mal sur plusieurs installations. Donc, ça nous semblait intéressant d'en parler. Voilà, c'est vite dit, mais on a un chrono qui est très strict. Donc, propose d'entamer notre premier focus qui porte sur l'avis de l'ANSES par rapport à ce fameux socle commun donc, qui est paru fin 2020 et qui tend à mettre en place donc un décret pour réglementer l'ensemble des critères, critères agronomiques, des critères sanitaires, des critères de mise en œuvre pour l'ensemble des matières qui rejoignent la filière de retour au sol. Donc, c'est un projet de décret qui découle de la loi AGEC et qui doit modifier donc, le code rural et introduire en particulier 3 sections. Une relative aux critères d'innocuité, une relative aux qualités agronomiques, à la qualité agronomique, pardon, et une enfin à la traçabilité, à l'utilisation de ces fameuses matières fertilisantes et supports de culture. Avant d'entamer, d'aborder le retour de l'ANSES en tant que tel, un rappel, parce que c'est quand même un texte assez compliqué, qu'on a beau décortiquer, mais on ne comprend pas toujours. Et à chaque fois, je pense que chaque personne a sa propre interprétation. Donc voilà, ce rappel a priori nécessaire. Donc 3 catégories, ou je dirais même 4 catégories qui sont listées par ce projet de socle, avec les A1, A2, B. A1 qui est je dirais la qualité optimale, qui permet donc la sortie de statut de déchets des différentes matières fertilisantes et qui concerne donc tous les produits qui sont soit homologués, soit relevant d'un texte européen, d'un cahier des charges ou d'une norme d'application obligatoire. Ensuite, en fonction de leur qualité, viennent la catégorie A2 et B2, qui sont tous les deux toujours dans une station, contrairement à la A1, dans un statut de déchet. La A2 donc, vise les produits relevant essentiellement d'une norme d'application obligatoire. Et enfin, la catégorie B, qui relève de produits, matières fertilisantes, qui, elles, doivent être valorisées sous forme de plan d'épandage. Et je dirais qu'il y a même une quatrième catégorie qui n'est pas clairement identifiée par le projet de socle, mais qui est bien là. En particulier, quand on regarde les critères agronomiques qu'ils imposent, c'est qu'en l'état actuel du texte, il y aurait beaucoup de matières fertilisantes qui sont déjà valorisées en agriculture, qui seraient rejetées de toute possibilité de retour au sol, comme les digestats, comme les boues liquides. Donc voilà, ça nous paraissait important de créer cette quatrième catégorie qui est loin d'être négligeable et sur lesquelles il nous faut travailler activement si on ne veut pas mettre de côté donc, ces milliers de tonnes, ces centaines de milliers de tonnes, parce que les boues liquides, ça concerne des gros volumes qui sont actuellement valorisés sans problème particulier en agriculture. Les délais d'application, point important, comme je disais, c'était la loi GEC qui a lancé ce travail. Donc, dans le projet de décret, le premier projet du moins, des délais d'application assez courts. Pour tous les produits qui disposaient déjà d'une autorisation de mise sur le marché, ils pouvaient bénéficier donc de cette autorisation jusqu'au bout.
Pour l'ensemble des autres produits relevant d'une norme et d'un cahier des charges, là, c'était 12 mois après la parution du décret. Par contre, de même que pour les produits soumis à plan d'épandage, par contre, pour les boues, c'était normalement mise en œuvre du socle commun dès le 1er juillet 2021. Donc, inutile de vous dire que c'est des délais tellement stricts qui sont difficilement respectables. Le retour de l'ANSES, donc, qui nous a été communiqué donc, en mars de un mois, qui se décline en 4 points principaux. Déjà, un avis des commentaires généraux de l'ANSES sur ce projet de décret qui leur avait été transmis en fin de l'année dernière. Pardon. Un avis sur les critères d'innocuité qui sont proposés. Avis ensuite sur l'exigence de contrôle et qui serait mise en place selon la catégorie et le type de matière fertilisante. Un avis sur les méthodes d'analyse, qui est un point quand même très, très important, les méthodes d'analyse préconisées. Sur enfin les critères de qualité agronomique, la traçabilité et enfin des recommandations, des conclusions de l'ANSES pour tendre à améliorer ou du moins à clarifier ce projet de décret. Donc, on se propose de répondre en reprenant ces 7 thématiques dans la suite de la présentation. Les commentaires généraux de l'ANSES qui ont fait, de notre point de vue, ont été un peu rassurants, dans le sens où on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à être un peu dans le flou. C'est que l'ANSES émet clairement un avis sur la nécessité de clarifier la rédaction actuelle pour mieux comprendre la classification de ces différentes matières, ces 3 catégories qui sont A1, A2 et B. Un des points importants à noter, c'est que cette classification est basée sur les critères, uniquement les critères sanitaires. Et pas du tout sur l'origine ou le type de produit. Donc, ça crée vraiment un flou quand on essaye de classer tel ou tel produit dans telle ou telle catégorie. Autre point mis en avant par l'ANSES, c'était de définir clairement les interactions entre ce décret et les textes qui existent, que ce soit les normes d'application, les cahiers des charges, les textes européens. Pour l'instant, c'est vrai que le projet de décret mettait de côté, ou du moins n'explicitait pas assez finement comment tout ça allait se mettre en place. Un avis de l'ANSES aussi important concernant la nécessité de mettre en place une instruction pour la mise en œuvre et les modalités d'application de tous les critères et les obligations liées à ce décret. Et enfin, un rappel sur la nécessité de continuer à travailler, parce qu'on travaille sur des paramètres qui sont pas forcément totalement définis et dont les potentiels sanitaires doivent faire l'objet d'alimentation régulière, et donc d'ouvrir la porte à une évolution des seuils qui sont imposés tout au long de la vie de ce projet de décret. Donc voilà, les avis et les commentaires généraux émis par l'ANSES. Donc voilà, comme je disais, qui est rassuré, parce que voilà, ça permet de voir que c'est vrai que ce texte de décret nécessite quand même vraiment une forte clarification pour que tout le monde puisse s'accaparer les contraintes et les modalités de mise en œuvre qui seraient à mettre en œuvre. Donc, le premier critère, c'est parmi les plus importants, parce que c'est lui qui permet de classer à ce stade les différentes matières, ce sont les critères d'innocuité. Un rappel de l'ANSES, qui rejoint ce que je disais précédemment, c'est que les critères d'innocuité, pour l'instant, c'est des critères sur des contaminants chimiques, des contaminants biologiques pour lesquels on a des valeurs seuil qui sont déterminées. Mais qu'il ne faut pas s'arrêter là, qu'il faut aller au-delà et donc faire évoluer ces critères d'innocuité en intégrant ces fameux contaminants dits émergents, que ce soit les antibiotiques, que ce soit les perturbateurs endocriniens, les polluants organiques,
pour amener à mieux connaître, à mieux encadrer l'utilisation de ces matières fertilisantes, mais avec en tête que cette intégration de ces contaminants ne peut être que progressive parce qu'on travaille sur des nouveaux composés, des nouvelles méthodes d'analyse, et donc on ne peut pas appliquer en l'état toutes les méthodes et toutes les recherches. Il faut que ce travail soit progressif. Nicolas, il vous reste 4 minutes seulement. Mais ça va le faire. Autre critère d'innocuité, principaux, les points mis en avant par l'ANSES, sur les ETM. Sur les ETM, l'ANSES préconise d'analyser l'arsenic inorganique et pas l'arsenic total pour le suivi des matières fertilisantes. Et un autre point qui peut avoir un impact assez conséquent sur l'ensemble des produits, c'est de réduire pour la totalité des matières fertilisantes, quelle que soit la catégorie, la teneur en cadmium à 1 mg par kilo de MS, soit pour viser un apport max de 2 grammes par hectare et par an. Donc ça, c'est un point qui peut être très, très impactant pour de nombreux produits. Et ça, ce seuil, ça serait imposé quel que soit le type de produit et quelle que soit sa dose d'application. Pour les inertes, l'ANSES est favorable à réduire les critères. On verra que, par contre, ils mettent en cause la méthode d'analyse. Pour les composés traces organiques, ils proposent des aménagements qui sont pas énormément impactants, par exemple de supprimer les 3 HAP parce que un peu plus bas dans le projet de décret, on demande d'en analyser les 16. Les PCB, là il y a un point important, c'est les PCB et les dioxines qui sont imposés par le projet de décret. L'ANSES dit qu'il faudrait effectivement que c'est des seuils qui sont liés à l'analyse des cendres et des biochards, donc des produits qui sont quand même traités thermiquement, et que là, qu'on appliquerait à l'ensemble des matières fertilisantes. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que les dioxines sur la totalité des matières fertilisantes, voilà, pose question de vouloir appliquer un règlement européen pour les cendres et les biochards sur d'autres matières qui n'ont pas subi de traitement thermique, et donc pour lesquelles la présence de dioxines peut être voilà, peut interroger. Voilà, c'est un peu étonnant. Et par contre, voilà, les contaminants dits émergents, comme je disais, tests perturbateurs endocriniens, avoir en tête que les tests ne sont pas applicables en l'état. Il y a des adaptations méthodologiques pour les analyser, donc les intégrer, mais être prudent. Et autre point, donc les critères microbiologiques. Là, je vais aller assez vite. Ils assistent beaucoup sur la mise en œuvre de ces produits hygiénisés ou pas hygiénisés, et donc la nécessité donc de rappeler, d'imposer la mise en place d'EPI pour les professionnels qui utilisent ce type de produit. Pour l'ANSES, l'hygiénisation doit être précisée plus clairement pour les catégories B. Est-ce qu'on oblige ou on n'oblige pas, sachant que l'application d'une hygiénisation systématique pour toutes les B n'est pas pour l'ANSES adaptée. Par contre, il faudrait dire oui pour adapter finalement les modalités d'utilisation en fonction de l'hygiénisation ou non, mais de ne pas imposer l'hygiénisation pour toutes les catégories B. Ils insistent aussi sur le dénombrement dans les entérocoques, qui pour l'instant est une analyse qui présente des incertitudes. Donc voilà, ça rejoint le caractère analytique. C'est bien beau d'analyser, mais il faut être sûr que l'analyse est au point. Et enfin, d'abaisser pour les boues compostés les seuils en colis dès lors qu'on vise des cultures maraîchères. Et enfin, Nicolas, vous dépassez le temps déjà là, des deux interventions. Et enfin, d'intégrer les Covid, donc l'arrêté Covid, donc d'intégrer les entérovirus dans le suivi des matières fertilisantes. Je passe la main donc à Jean-Pierre. Très rapidement, ce qui est important à souligner dans l'avis de l'ANSES, c'est
le contrôle des matières fertilisantes. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ce qui est important, c'est que il y a une certaine fréquence d'analyse qui doit être établie en fonction des quantités produites, du statut des MFSC. Ce qui est important également à dire dans l'évidence CES sur les autocontrôles qui seraient a priori plus appropriés pour les matières premières de qualité variable, en tout cas, tel que c'est prononcé. Pour la méthode d'analyse, je vais passer rapidement, simplement Nicolas l'a mentionné, il y a une certaine inadéquation entre les matrices et puis certaines méthodes analytiques, donc il faudra probablement mettre en alignement, d'où l'importance en fait de ce travail de concertation, notamment avec les laboratoires. Enfin, sur les critères agronomiques, l'ANSES propose de travailler sur le sujet avec les professionnels, avec les instituts, de telle manière qu'il n'y ait pas d'exclusion de certaines matières agronomiques, matières organiques, ou matières minérales peut-être, qui, à ce stade, risqueraient d'être exclues des plans d'épandage. Et un mot sur la traçabilité, avec la suggestion de mettre en place des outils nationaux opérationnels, ce qui va nécessiter une concertation de façon assez large avec les professionnels et les utilisateurs. En conclusion, l'évidence CES révèle un certain nombre de points saillants, notamment le cadmium, où on est sur des valeurs qui sont inférieures au seuil de règlement européen, donc il y aura probablement des impacts assez forts. Il y aura notamment également des adaptations nécessaires pour les analyses. Et puis, je l'ai dit, l'application d'outils nationaux de traçabilité, donc un travail de concertation important à mettre en œuvre. Et puis l'adaptation des critères agronomiques qui au jour d'aujourd'hui ne sont pas très adaptés à certaines matières. Voilà, en synthèse, cette lecture que nous avons de l'avis d'ANSES, qui est assez riche et en tout cas documentée et qui nécessiterait, avec le ministère de l'Agriculture et de la Transition écologique, de travailler étroitement pour faire converger les points de vue entre les professionnels et les utilisateurs. Dernier mot, un dernier focus sur l'arrêté Covid. Donc cet arrêté Covid vient en modification de l'arrêté du 30 avril 2020. Il a fait l'objet d'un certain nombre de consultations et notamment d'une consultation publique qui s'est terminée le 13 avril. Alors que dit cet arrêté Covid? Il autorise l'épandage des boues à d'autres matières que celles prévues initialement, et notamment des boues cholées avec un stockage, des boues séchées avec séchage solaire, avec ou sans plancher chauffant, et des boues issues de digestion anaérobie, avec un stockage complémentaire. Donc ça ouvre la porte à d'autres solutions techniques qui ne sont pas des méthodes hygiénisantes d'un point de vue réglementaire, mais qui sont plutôt des méthodes alternatives. Malgré tout, ça ne répond pas complètement à des petites collectivités qui produisent des boues liquides et pour lesquelles il y a encore un certain nombre de questionnements, notamment d'ordre pratique sur le stockage, sur les modalités de stockage. Et cet arrêté évoque également des méthodes d'analyse, de méthodologie d'analyse, donc notamment en termes de prélèvement d'échantillons, prise d'échantillons, méthode et méthode de calcul du taux d'abattement. Donc c'est assez intéressant dans la mesure où c'est assez nouveau de mon point de vue et ça permet quand même d'ouvrir à des méthodes assez standardisées qui laissent pas trop d'équivoques en fait sur la manière de procéder. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette présentation avec Nicolas. Merci à tous pour votre écoute.